Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Malgré les assurances du gouvernement par les voix des ministres délégués, la présidente de la République en charge de la défense et de la communication, et ce pour la 3e année consécutive, les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun ont loupé le top départ de l'année scolaire 2019-2020. La faute au climat sécuritaire qui prévaut dans ces deux régions depuis bientôt 3 ans. La campagne Back to School lancée par Mancho BBC et Félix Galim depuis le pénitencier de Kondengui, entérinée et soutenue par l'élite et les autorités administratives locales, avait donné grand espoir à la communauté éducative de ces deux régions pour un retour à l'école. Avant la rentrée scolaire, les sécessionnistes appelaient à un lockdown jusqu'au 16 septembre 2019. Et qu'il en soit, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief. Et tout de suite et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. En 2019, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, toujours à la traîne. Pour en parler ce soir, je suis avec Foting Zodjou. Bonsoir, Foting. Bonsoir, Serge Alain Autou. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, vous êtes sur ce plateau mandaté par le MRC et ses alliés. C'est ça, justement. Dites-moi, nous sommes le 3 septembre. Et le 6 septembre va s'ouvrir le procès. Dans quel état d'esprit vous êtes dans le MRC? Bon, nous savons que c'est une parodie de procès. Puisque depuis les élections, nous assistons à ce qu'on peut appeler en quelque sorte la théâtralisation du système judiciaire de notre pays. Parce que si aujourd'hui les leaders du MRC et ses alliés se trouvent en prison, c'est en violation de toutes les règles de procédure et ils seront jugés au tribunal militaire alors que la question de la compétence n'a pas déjà été réglée, je dirais réglée de façon conforme. Voilà. Il s'agit d'une parodie. Voilà, oui. Compétent. De façon, je parle de façon conforme parce que les techniciens de droit peuvent, d'ailleurs on a un avocat sur le plateau. Nous n'attendons en fait rien de ce procès parce que quand on parle de hostilité à la patrie, pour ce qui est du cas de nos textes, il s'agit d'une attaque venant de l'extérieur, un peu comme ce qu'on a eu avec le cas Bakassi, dont le président élu Maurice Kamto d'ailleurs a donné une forte contribution pour que nous récupérons une partie de notre territoire. C'est ça l'hostilité à la patrie, mais malheureusement dans le cas espèce de ce que nous voyons, on prend les gens dans un domicile privé et 2 jours après une marche on les déporte vers Yaoundé et là on parle d'hostilité à la patrie. Nous ne savons pas par quelle alchimie les magistrats et les juges parviennent du moins à avoir de telles personnes ou avoir affaire à un tel procès et supportent quand même juger des personnes qui sont injustement accusées et qui seront malheureusement injustement jugées. Heureusement que ce soit nous parlons d'éducation et au-delà des problèmes que nous rencontrons dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il va falloir, puisque éducation veut dire essentiellement formation, il va falloir qu'on pose même la question de la qualité de cette éducation si les magistrats peuvent eux-mêmes malheureusement faire preuve pas peut-être d'un manque d'éducation, mais d'une éducation désorientée. Non, vous n'allez pas jeter l'anathème sur le corps de magistrature. Bon, je parle du moins de ceux qui actuellement vont juger Maurice Kamto. Vous n'allez pas glouper. Il y a de bons magistrats, c'est comme dans tout corps. Oui, comme dans tout corps. C'est pour ça que j'ai parlé de ceux qui vont juger le président élu Maurice Kamto ainsi que les alliés du MRC. Voilà, on parle d'éducation. Un qui s'occupe de l'éducation des jeunes
camerounais. Il est sur ce plateau. Éric Pépin Bikaï. Bonsoir Éric. Bonsoir à l'ensemble de mes companélistes. Éric Pépin Bikaï, enseignant de géographie. C'est bien cela, hein? Enseignant et doctorant en géographie. Voilà, bienvenue sur le plateau. Et aussi militant du PCRN. C'est bien cela. Militant du PCRN, c'est bien cela. Voilà, la dernière actualité, c'est qu'on a vu le ministre Paula Tangandji et votre leader Kabla Libi côte à côte sur un canapé. Cette image, vos mille mots, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais une chose, c'est que M. Kabla Libi a été porté à la tête du Parti camerounais pour la Renaissance, pour la réconciliation nationale, lors du congrès de Guizigis le 11 mai 2019. Passé cette date, le directeur du parti a jugé mieux de déposer auprès du ministère de l'administration territoriale le procès verbal de cette assemblée générale qui faisait acte, qui demandait au ministre de faire acte du fait que le directoire du parti avait changé et que désormais M. Kona, Robert Kona, qui était l'ancien président, passait la main à son jeune frère, M. Kabla Libi. Vous voyez donc, pour que le ministre puisse prendre acte de ça, on a passé à peu près 4 ou 5 mois. Et grande était notre surprise la fois dernière lorsqu'il a convoqué M. Libi dans son cabinet. Et il a présenté à Mondo Vision le fait qu'il a effectivement pris acte du fait que M. Libi est désormais à la tête du Parti camerounais pour la Renaissance, pour la réconciliation nationale. Il le fait, Tangandji, il le fait avec tous les candidats, tous ceux qui je ne sais pas pourquoi l'ex-candidat à l'élection présidentielle 2018, M. Libi, cristallise l'attention autour d'un certain nombre de personnalités. Oui. Mais je pense que c'est au bon vouloir du ministre de l'administration territoriale, on ne va pas lui remonter les bêtises par rapport à ça, surtout que la presse était conviée, ce n'est pas M. Libi qui a payé la facture. Et en même temps, M. Libi reçoit une convocation du ministre de l'administration territoriale, il trouve qu'il y a un dispositif qui est réuni, il ne peut pas faire chemin retour. Il est obligé d'assumer et puis de constater ce que le ministre avait préparé pour lui, pour justement lui faire comprendre qu'il n'était pas à l'origine certainement de ses malheurs. Okay. Ce n'est que partie remise, tout le monde est content par rapport à cette situation qui se dénoue, heureusement pour M. Libi et l'ensemble de ses militants sur l'ensemble du territoire national. À votre suite, un autre enseignant, Maurice Diongo, bonsoir. Bonsoir Serge. Bienvenue. Vous avez plusieurs casquettes, philosophe, enseignant d'électrotechnique, c'est bien cela? Électrotechnique, inspecteur pédagogique de l'électrotechnique dans le littoral. Expert APC. APC, l'approche par les compétences depuis un certain temps. Oui, voilà. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci. Voilà. Maître Georges Teghem, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos copanélistes, tous mes copanélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Voilà. Maître Teghem, avocat au barreau du Cameroun, mais aussi défenseur du RDPC sur ce plateau. Ah, c'est bien cela, je suis mandaté. Maître Teghem, vous avez dû voir toutes les éditions d'information, tout ce qui s'est dit depuis hier sur la rentrée 2019. Votre appréciation pour ce qui est des deux régions nord-ouest et sud-ouest? Écoutez, comme toujours, comme chaque année, départ timide. Donc, comme chaque année, comme dans tout le Cameroun d'ailleurs, comme quand nous-mêmes nous étions à l'école, le premier jour, c'est toujours un peu timide. Certains viennent, certains restent à la maison. Donc, c'est ce que j'ai observé dans la région du nord-ouest et sud-ouest. Maintenant, bon, il y a un regret quand même, il faut le reconnaître, c'est que dans certaines zones, il y a des gens qui, pour des raisons diverses, ont décidé de ne pas venir. Nous souhaitons que les choses s'arrangent au plus vite. Et il faut quand même le dire, avec la crise, ou alors la crise que cette région a connue, il est presque certain que ça prendra un peu de temps pour que les gens se remettent en place, que les mécanismes se remettent en place. Et la rentrée est lancée, et il faut savoir donner du temps au temps. Ok. Fautine, votre appréciation de ce que vous avez vu, des images qui nous viennent du nord-ouest et du sud-ouest. Comme je l'ai dit à l'entame, pour la 3e année consécutive, le nord-ouest et le sud-ouest sont à la traîne. Oui, c'est en fait une situation qui ne peut pas conforter un Camerounais qui tient encore à son pays. Et lorsque nous avons vu les images des établissements qui d'ailleurs ne sont même pas rénovés ni reconstruits depuis le début de la crise, nous nous sommes dit, pour une fois de plus, 3e année, les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest n'iront pas à l'école. Mais la faute revient à qui?
parce que dans la foulée, M. Georges Teguen dit qu'avec la crise que ces deux régions ont connue, c'est un peu comme si ces deux régions ne sont plus en crise, comme si ces deux régions ont connu la crise et ne sont plus en crise, non. Et justement, les deux régions sont encore en crise, peut-être excepté Bamenda, Buea et d'autres centres. On a entendu des tirs hier à Bamenda. Oui, ça dit, et d'autres centres urbains où on peut encore voir la population se mouvoir peut-être 3 jours sur 7. Mais à l'intérieur même du pays, des deux régions, il n'est pas possible de parler du retour des enfants à l'école. Et nous, au MRC, ça nous choque beaucoup. Ça nous choque beaucoup si vous voyez jusqu'au directoire même de notre parti, que ce soit le président aussi et ses alliés, tous sont touchés par la situation parce qu'on se pose donc la question de savoir que deviendront ces enfants demain, alors qu'on sait que construire l'avenir, c'est éduquer les enfants maintenant. Mais ce qui nous écoeure le plus, c'est que au-delà de la comédie que jouent les deux camps, personne ne semble, surtout du côté du gouvernement, prendre le problème au sérieux, à part faire un peu de théâtre, présenter les back to school un peu de partout, présenter des gens avec des plaques qui écrivent « rentrons à l'école » et sont les enfants rentrés à l'école, un peu comme si ces enfants ne vont pas à l'école parce que les gens ne se sont pas affichés avec les plaques. Et nous, au MRC, ainsi que les alliés, nous continuons de lancer le cri en demandant à ceux qui ont la responsabilité et la possibilité de faire entrer ces enfants à l'école, je parle ici du gouvernement, de faire le travail parce que ce sont eux qui ont les moyens de le faire s'ils ont la volonté, ce sont eux qui ont la capacité de le faire s'ils ont la volonté. Et si jusqu'à présent le gouvernement n'a pas cherché à pacifier dans le cadre à travers une discussion profonde avec sa population, les deux zones, pour un retour à la paix, donc un retour à l'éducation, c'est parce que ce gouvernement, me semble-t-il, ne veut pas voir ses enfants à l'école. Donc l'unique responsable jusqu'à présent, c'est le gouvernement. Parce que si, après 3 ans, la quasi-totalité de la population appelle à un dialogue avec entre le gouvernement et les populations de ces deux régions-là, c'est parce qu'on estime que la logique de la guerre, de la riposte, de la violence par la violence ne peut pas avantager la sécurité, ne peut pas permettre aux tensions de baisser et par conséquent ne permettra non plus aux enfants de retourner à l'école. Et aujourd'hui, on parle de l'école comme si les enfants même retournaient à l'école, est-ce que la crise serait réglée? Parce qu'il ne faut pas qu'on essaie d'instrumentaliser ou de prendre les conséquences d'un problème et de faire comme si ces conséquences étaient devenues la cause. Le problème anglophone date de depuis 2016 et s'il fallait que les enfants retournent à l'école, je pense que les dispositions devraient être prises depuis le début d'année, mais nous avons vu hier lundi certaines autorités aller faire la comédie dans des établissements scolaires en désherbant, en classant les bancs un peu comme si ce n'est qu'au mois de septembre que nous avons été au courant que la rentrée scolaire dans notre pays c'est le 2. Or, si on prévoit, parce que nous sommes encore en 2019, si on pense qu'il est important, puisque la rentrée n'a pas été effective de ce côté-là, qu'en 2020, nos petits frères, nos enfants qui sont de ce côté-là retournent à l'école. Il est temps maintenant de prendre les dispositions dès aujourd'hui pour préparer la future rentrée scolaire. Mais si on va croiser les bras et instrumentaliser tout le monde, manipuler l'opinion, ainsi faire croire aux gens qu'il y a une classe politique de ce pays qui n'aimerait pas voir les enfants à l'école parce qu'on pense que qu'en insultant, qu'en dénigrant, collant des étiquettes sur les opposants, peut-être la crise anglophone va se régler. Que non, ni le MRC, ni un autre parti politique de l'opposition, personne ne veut voir cette situation perdurer. Tout le monde a envie de voir les enfants retourner à l'école, mais on ne peut pas faire l'école au milieu des armes. Cela n'est pas possible. Pour cette raison, nous continuons encore de proposer que si nous estimons qu'il est important qu'en 2020 les enfants rentrent à l'école, il est temps dès à présent de prendre des dispositions. Éric Pepin-Bikaï, Footing parle de théâtralisation, parce qu'on a vu le week-end dernier des autorités s'afficher avec des messages clairs, des artistes et tout ça, et bien avant, pour... comme je l'ai dit, Félix Galim et Mantio BBC ont commencé, les autorités ont suivi
Ensuite, on a vu l'élite même des régions nord-ouest et sud-ouest descendre sur le terrain pour remettre les fournitures scolaires. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout ça a payé? Lorsque vous regardez les salles de classe hier. Non, il faut dire que le premier élément de socialisation d'une société, d'un espace, c'est l'école. Et il se trouve que depuis le 16 octobre, date du déclenchement de la crise entre guillemets dite anglophone, l'école n'a pas suffisamment été protégée. Au contraire, nos aînés ont essayé d'utiliser l'école comme étant un élément pour Elle a été prise en otage. Voilà. Mais raison gardée, il était peut-être normal d'appeler les enfants à aller à l'école pour cette nouvelle rentrée 3 ans après le démarrage du conflit. Mais nous savions que actuellement dans le nord-ouest, la préoccupation fondamentale de la population et même des élèves, ce n'est pas forcément le retour à l'école. C'est le retour à la paix. Il faut que les armes cessent de crépiter. Parce qu'actuellement, les armes continuent à crépiter. Un exemple patent, la semaine dernière, le gouverneur du Nord-Ouest. Son convoi a essuyé des tirs. Donc, il se rendait à Foundon. Voilà. Donc c'est un élément qui prouve, qui démontre à suffisance que tout n'est pas réuni pour que cet espace soit à nouveau sociabilisé. On a placé la charrue avant les bœufs. C'est une évidence. C'est pas la première fois que je tiens ce propos. J'ai estimé que pour le moment, 3 ans après le démarrage du conflit, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest est toujours chrysogène. Et on ne peut pas dire que cette situation aura un retour à la normale en essayant de sociabiliser l'espace, en ouvrant les portes de l'école. Parce qu'en réalité, les gens sont toujours dans la forêt avec des armes. Et qu'il fallait préalablement... Et même en ville, on parle des tirs hier dans certains quartiers de Bamenda. Qu'il fallait préalablement épuiser tous les voies de recours pour un dialogue entre les aînés. Parce que ce n'est pas une guerre d'enfants qu'on veut prendre aujourd'hui en otage en les obligeant à se retrouver dans les campus. C'est une guerre entre adultes qui ne parviennent pas à s'entendre. Et il est grand temps que, au-delà du fait qu'on mette l'école en avant, que les uns et les autres ouvrent les voies pour des discussions ouvertes. Au mois de mai 2019, le Premier ministre John Gouté s'est séjourné dans cette région. Il a tenu un discours qui allait vers l'apaisement. Nous, des observateurs de la scène politique, on avait déjà les schémas d'un retour à la normale. 4 mois plus tard, nous sommes à la case départ. C'est-à-dire avec les mêmes sons de cloche, les mêmes sirènes, où on demande aux enfants d'aller à l'école dans un espace où les armes continuent à crépiter. Donc, c'est pour dire que quoi? Nous ne disons pas que les autorités font du théâtre. Ils sont fondamentalement dans leur rôle. C'est leur responsabilité de pouvoir appeler les enfants à l'école. Mais est-ce que l'école peut exister dans ces conditions? C'est la grande interrogation. Moi, je saurais dire que les autorités sont dans une approche de théâtrisation. Non, ils sont dans leur rôle de responsable. Et à leur niveau, ils essayent de trouver des solutions propices au retour à la normale dans la zone. Mais ces solutions ne passent pas forcément par l'ouverture des campus. Ces solutions passeraient forcément par l'ouverture d'un dialogue inclusif, comme le recommande l'ensemble de la société civile camerounaise et l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc c'est ça l'élément fondamental. Si on ne peut pas essayer de comprendre que pour un retour à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest, la priorité c'est d'ouvrir une voie au dialogue, on va toujours essayer de mettre la charrue avant le bœuf. L'école dans le nord-ouest et le sud-ouest est une priorité pour les francophones, pour les anglophones, pour l'ensemble des Camerounais. Okay. Mais dans ces conditions-ci, il serait difficile de pouvoir sociabiliser à nouveau cet espace. Ok, Maurice Diongo, vous avez suivi, les autres avant vous. Tout ceci arrive après les assurances du gouvernement. Oui. On a suivi le ministre de la Défense, on a suivi le ministre de la Communication. Il rassurait toute la communauté éducative, les enseignants, les parents, les élèves. Et que le 2,
il n'y aurait pas de problème. Mais hier, on a vu autre chose. Mais ce qui est bien, c'est que le représentant du RDPC va bien dans le sens. Parce que s'il y avait eu l'école, c'est qu'en tant qu'expert APC, nous devons demander qu'on change le programme de maths. Parce que dans la vie, toutes les fonctions sont continues. Il n'y a pas de fonction discontinue. 1, 2, 3 ans, il n'y a pas d'école. Et subitement, on nous dit qu'il doit avoir école. Non. En maths, il n'y a pas de il y a des situations. Et ça veut dire quoi? Comme il n'y a pas eu école depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on fait alors? Pour qui est l'école, il fallait faire d'autres actions, comme disent. La finalité même du gouvernement, c'est pas qu'il y a école. Vous allez voir depuis l'affaire de la Basse, le gouvernement, le RDPC a un coup médiatique dur. Alors, mélangé au conflit entre le Premier ministre et le Premier ministre Ataraju, il est arrivé à dire qu'il va fermer certains établissements parce que tous les communicateurs du RDPC étaient mal à l'aise sur le plateau. Vous allez voir que depuis qu'ils ont trouvé ce mobile, ils parlent, ils récitent, ils commentent sur la loi. Tout le monde dit oui, droit à l'éducation. Mais ce qui nous choque, back to school. Ouais, ce qui nous choque, c'est que comment on arrive là, par un faux raisonnement, qu'on appelle en philosophie le faux dilemme. Un faux dilemme, c'est quoi? Vous avez une situation, vous avez plusieurs possibilités de choix, mais on vous impose deux. Vous voyez? Pour arriver, on sait que dans la zone anglophone, il y a les sécessionnistes, il y a le gouvernement, il y a les fédéralistes, il y a même les centristes, toutes ces choses-là. Mais l'État choisit de communiquer avec les sécessionnistes. Pour le moment, il faut que, si tu es pour l'État, tu choisis entre l'État et les sécessionnistes, ton camp. Et vous allez voir, quand les BBC ont lancé la rentrée scolaire, ça les a fait mal à l'aise. Et on a tout fait pour que cette histoire se passait à la prison, pour que c'est le gouvernement qui récupère le topo. Oui. Voilà, on appelle ça faux raisonnement. Okay. Et là-dedans, le ministère Atangadji fait d'un coup de pied. Parce que là, il y a un autre faux raisonnement qui s'appelle appel à la peur. Depuis la sortie du Premier ministre, on a vu que personne n'était dans la position du gouvernement. Donc maintenant, le Atangadji dit, si vous êtes du RDPC, si vous réussissez à faire revenir l'école dans votre zone, c'est que vous n'êtes pas avec le Premier ministre, c'est que vous êtes avec moi. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes avec le Premier ministre et nous allons voir. Voilà où on est. Bon, maintenant, pour monter cette communication, le RDPC a encore allé chercher un faux dilemme. Et sachez que tous ces concepts-là est contenu dans un livre que le professeur Monozana a publié l'année dernière, Paul Biblia, l'alpha et l'oméga. Monozana est militant du RDPC, oui, c'est ça? Philosophe, parce que c'est celui qui conçoit. Vous savez, quand vous lisez mon livre, je lui avais déjà rappelé qu'on ne comprend pas comment on peut être chef de département en philosophie 30 ans. On enseigne le syllogisme, tout est mortel. Or, Socrate est un homme dont il est mortel. Oui. Elle venait dire que les bêtises sont au pouvoir en disant bien au pouvoir. Or, comme bien bêtis, les bêtises sont au pouvoir. Alors, il fait quoi? On communique sur le droit à l'éducation, oui. Le droit à l'éducation, oui. Le droit à l'éducation, oui. Effectivement, ce n'est pas le seul droit. Il y a aussi le droit à la vie. Et dès que vous mettez le droit à la vie, vous avez ce qu'on appelle la dichotomie sur une problématique. C'est-à-dire quand vous avez un problème, retour à la sécurité en zone anglophone, et vous dites droit à l'école, droit à la vie, parmi les deux problématiques, un doit passer devant l'autre. Parce qu'à chaque fois, c'est un concept qui est problématique. Il faut opérer un choix. Pour le moment, c'est le droit à la vie. D'abord. La sécurité ramènera l'école, mais l'école ne peut pas arriver là. Alors, tous les professeurs, le professeur Famen Ndougou, qui a préfacé ce livre, qui comprend ceci, alors déjà, on ne pense pas que c'est nous, les professeurs des lycées, qui doivent leur apprendre à écrire les problématiques. Ok. Je voudrais observer que le professeur a parlé Maurice Diongo a parlé très brillamment, mais il a commencé par me dire une chose. Vous dites que les communicants du RDPC sont mal à l'aise, rassurez-vous, je suis très à l'aise. Et je défends une position, je défends une équipe, je défends un programme, je défends des initiatives qui ont été prises pour que la paix revienne dans ces régions malheureusement sinistrées. Le Cameroun, je continue à le dire, n'est pas en guerre. Nous avons un conflit entre nous, nous avons un problème entre nous et nous sommes en train de le régler.
Il vous souvient qu'au début de cette crise, les enseignants ont fait des revendications. Le gouvernement de la République a mis en place des structures au niveau de la primature, sous la coordination de l'ancien directeur de cabinet de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour réunir les syndicats d'enseignants, pour fédérer et trouver des solutions. À l'issue, il vous souvient, on avait mis en place l'école normale supérieure, l'enseignement technique de Kumba. On a créé un ensemble de structures universitaires. Et pour les revendications des avocats, les actes uniformes ont été modifiés, enfin ont été traduits en anglais. Et la remise a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au bâtonnier, pour transmission aux avocats de culture anglophone. Il y a eu une section spécialisée qui a été créée à l'INAM. Donc depuis que la crise a commencé, le gouvernement de la République n'a pas arrêté de chercher des solutions. Rassurez-vous, le gouvernement y travaille. Simplement aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Il y a un problème d'éducation de la jeunesse. Il y a un problème de formation de la jeunesse. D'abord, moi je pense faux de dire que depuis 3 ans, il n'y a pas d'école dans le nord-ouest et sud-ouest. Il y a eu l'école, puis ils ont fait même d'ailleurs, ils ont fait pour certaines d'entre elles, enfin, pour l'une d'entre elles, je pense, elle a eu, une de ces régions a eu un excellent résultat aux examens officiels. Donc, dire qu'il n'y a pas d'école, c'est faux. Maintenant, dire que la rentrée a été timide, c'est exact. Mais je dis, la timidité de la rentrée scolaire, c'est pas exclusivement dans ces régions, c'est dans tout le Cameroun. Et lorsque vous dites qu'on doit privilégier le droit à la vie, j'ai écouté dire un représentant d'un parti politique, je suis un peu embêté, parce qu'il a dit tout ce que les autres ont proposé, mais il n'a pas dit ce qu'ils ont proposé. Ça veut dire qu'ils n'ont rien proposé pour régler la crise. En début d'année, la plupart des acteurs, si vous voulez, toutes les catégories socio-professionnelles ou alors les ensembles des éléments ou alors des acteurs du corps social se sont mobilisés pour qu'il y ait une rentrée effective. On a fait la rentrée scolaire 2019-2020, une grande cause nationale dans l'optique de mobiliser le maximum d'étudiants ou alors le maximum d'élèves pour que l'école reprenne dans des conditions plutôt acceptables. Malheureusement, et je dis encore une fois, c'est une timidité. Il est peut-être prématuré pour se prononcer. J'ai lu il y a quelques jours que le gouvernement de la République a organisé une concertation avec l'UNESCO, avec les représentants de l'UNESCO à Yaoundé, pour discuter toujours, pour chercher la meilleure piste de sortie de crise pour permettre à la jeunesse de reprendre le chemin de l'école. Et j'ajoute que le gouvernement de la République a même pris des mesures en demandant aux établissements de la zone francophone qui reçoivent les déplacés, de ne pas réclamer les droits dus au titre des frais d'inscription. Donc moi je pense que le gouvernement de la République travaille à trouver une solution à la crise. Et moi, ça me gêne beaucoup lorsque les gens se parlent. Voyez-vous, moi j'entends beaucoup parler de dialogue inclusif. Mais moi je dis, M. Bikaï, si on fait dialogue inclusif, moi je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous, si vous participez à ce dialogue, moi je voudrais savoir l'expertise que ceux qui proposent ont en matière de conciliation, en matière d'arbitrage, en matière de médiation, en matière de bons offices. Vous savez, c'est toujours facile lorsque les gens sont en situation de responsabilité que les autres soient à l'arrière en train de formuler des critiques. Lorsque vous êtes en situation de prendre une décision, c'est toujours trop aisé pour celui qui ne prend pas la décision de dire, voilà, le gouvernement de la République, je l'ai noté, a fait une confiance, si vous voulez. La Suisse est un État tampon, la Suisse est un État neutre. Le gouvernement de la République a, je pense, essayé maintenant par la médiation suisse. Nous avons noté avec plaisir que le gouvernement américain est disposé à nous accompagner par la voix de son ambassadeur. Il a dit, bon voilà, il faut un dialogue entre toutes les parties. Et le gouvernement américain a indiqué que voilà, ça doit être un dialogue sans condition. Et par la voix de son ambassadeur, ils ont dit qu'ils soutenaient l'initiative gouvernementale par le dialogue implémenté par la Confédération helvétique. Nous souhaitons que cette crise, cet événement malheureux soit réglé. Et je pense que pour le moment, il est un peu prématuré de dire que l'école ne reprendra pas dans les deux régions. Encore une fois, on est au deuxième jour de la rentrée scolaire, il y a été le premier jour, et chacun d'entre nous a été à l'école. Moi, je sais que le premier jour, très souvent, il y a parfois une timidité à y aller. Pour finir, le représentant du MSC a dit que... C'est ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest? Serge Alain, il est prématuré maintenant pour dire que c'est pas ce qui se passe. Et je vais finir en disant au représentant du MSC, moi je ne sais pas comment vous étiez à l'école. Nous, quand on arrivait à l'école, c'est le premier jour qu'on nettoyait la cour. Je ne vois pas pourquoi, quand on nettoie la cour aujourd'hui, vous êtes surpris. Ça a toujours été comme ça. Sauf si moi je n'ai pas été à l'école. C'est seulement au nord-ouest et au sud-est qu'on nettoie la cour. Partout on nettoie les cours, c'est comme ça la rentrée. Peut-être comment, je ne sais pas comment vous avez fait l'école, mais moi quand j'étais à l'école, on va avancer, permettez. Il n'y a pas eu de footing, il n'y a pas eu... On a vu les images au nord-ouest et au sud-ouest, mais il faut quand même comprendre que ça coïncide avec l'opération Lockdown
Et hier, c'était lundi, il y a ce traditionnel Ghost Town qui tombe. On a vu les élites se mobiliser de cette loi-là. Est-ce que le message des élites, c'est parce que le message des élites ne passe pas qu'on a eu le spectacle d'hier, ou c'est parce qu'il y a ce lockdown, ou c'est parce qu'il y a le lundi, qui est cette fameuse journée Ghost Town? Tous ces facteurs ont permis à ce que la rentrée soit timide. Là, on va parler comme Maître Teguem. Oui, en fait, on constate dans les propos de Maître Teguem même la profondeur de notre incapacité à résoudre ce problème. Parce que lui dit que ceux qui appellent au dialogue ont quelle expertise en matière de médiation. C'est-à-dire qu'il insulte l'ensemble des universités du Cameroun, l'ensemble de tous ces professeurs et docteurs que nous avons produits jusqu'ici, et même ceux qui sont allés se former à l'international, en disant qu'en fait, si le Cameroun est allé en Suisse, c'est parce que nous n'avons pas d'expertise en matière de médiation, de réconciliation, de dialogue. Bon, peut-être, vous savez, quand il est difficile chez vous d'avoir des plats propres, vous avez comme l'impression que tout le quartier est dans votre situation. Donc, s'il n'y a pas les plats propres chez vous, justement, c'est parce qu'il n'y a pas les plats propres dans le quartier. Donc, si on veut servir la nourriture dans les plats propres, vous serez les premiers à dire non. Ici, nous mangeons dans les plats sales. Parce qu'il ne comprend pas comment lui dit que personne n'a l'expertise dans ce pays pour régler, pour proposer ou pour jouer le rôle de médiateur dans le cadre de la crise anglophone, au point où nous sommes allés chercher l'expertise suisse avec le soutien des États-Unis. La deuxième chose, c'est qu'il dit en fait que le MRC n'a pas proposé. Sincèrement, je ne sais pas si c'est encore une autre façon de manipuler l'opinion. J'aimerais dire pour ne pas tirer, puisque nous avons plusieurs fois rappelé sur ce plateau les propositions du MRC, mais le fameux comité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion était une proposition du MRC, sauf qu'il a été très mal interprété et les préalables que le MRC avait proposé qu'on devrait poser avant de procéder au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion, ces préalables ont été oubliés. Et parmi les préalables, justement, on parlait d'un cessez-le-feu, d'un accord de cessez-le-feu, parce qu'il fallait trouver un moyen de faire à ce que les ambazoniens arrêtent de tirer et que l'armée également arrête de tirer pour que les deux régions soient calmes. Alors aujourd'hui, on parle de la priorité sur l'éducation, un peu comme si la priorité sur la vie n'existait pas. La troisième chose, c'est est-ce que les élites de ces deux régions ne se sont pas fait entendre? Vous savez, nous sommes dans une nation où on les a vus très actives. Hein. La notion de l'élite chez nous a été, je dirais, détournée. Qui est justement l'élite? Parce que dans la plupart des temps, en fait, nous avons grandi en croyant que l'élite était celui-là qui travaillait dans le gouvernement, avait un poste, avait un salaire de 600 000 francs le mois et qui pouvait débarquer au village avec 20 millions dans sa voiture et distribuer à tous les villages. Le village était enjaillé de récupérer de l'argent, des sacs de riz, sans toutefois poser la question de savoir comment ils parvenaient à le faire avec 600 000 francs le mois. Donc, votre argent détourné dans les fonctions, on rentrait vous acheter avec, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui élite. Or, l'élite, c'est quelqu'un qui représente le peuple. C'est ça l'élite. L'élite, c'est quelqu'un qui est légitime. C'est quelqu'un qui parle et que sa population l'écoute. L'élite n'est pas le ministre. Moi, je suis Bamenjou. Le ministre Bamenjou n'est pas l'élite de Bamenjou. Un directeur d'entreprise Bamenjou n'est pas l'élite de Bamenjou. L'élite de Bamenjou, c'est ce Bamenjou-là qui arrive avec ou sans voiture, avec ou sans titre, et demande à la population de se tranquilliser. Et elle se tranquillise pour l'écouter, dans le sens de sa sagesse, de sa capacité à mobiliser, de son intégrité, de son honnêteté. Donc si on continue de faire croire qu'on va envoyer des personnes sous la bannière de leurs titres dans la fonction publique, dans le gouvernement et ailleurs, et les appeler élites et leur demander d'aller sur le terrain parler aux personnes qui, malheureusement, ont rejeté ces mêmes élites, c'est justement ce que j'appelle la théâtralisation de la résolution du conflit. Okay. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tout est mis en œuvre pour que le conflit ne soit pas résolu. Maintenant, moi j'aimerais vous dire quelque chose pour conclure. Oui. Vous, au RDPC, vous n'êtes pas plus patriote que l'ensemble des Camerounais.
Vous avez dit qu'il y a eu rentrée scolaire, il y a toujours eu l'école depuis ces 3 années. Justement, comme il y a eu élection, et que vous avez eu même les 70-90% dans certaines de ces régions, s'il y a eu école, c'est justement parce qu'il y a également eu élection. Mais sachez, à un moment donné, que le peuple vous regarde et vous observe faire. Que ces enfants qui ne rentrent pas à l'école et que vous pensez que sur les plateaux de télévision, vous allez dire que la faute revient aux gens qui disent non, il faut d'abord aller régler le problème. Non. Dites à ce peuple que la faute revient à celui qui a les moyens pour résoudre ces crises et que toutes les classes de notre société ont proposé des solutions et vous venez sur ce plateau demander quelle est l'expertise qu'ils ont en matière de résolution des crises. Justement, c'est parce que notre pays a souvent l'habitude d'être piloté par IP que nous avons laissé l'expertise locale pour aller à Genève faire une médiation avec des personnes qui ne représentaient en rien les leaders anglophones, parce que non seulement on a vu une partie de ces leaders en prison, mais d'autres aussi aux États-Unis, on leur a abandonné pour aller discuter avec des personnes et justement demain on dira nous sommes allés faire le dialogue et ils ne veulent pas comprendre. Si il y a un problème entre le crabe et la censure et que vous décidez de discuter avec le scorpion, sachez que le problème ne sera pas résolu. Eric Pepin-Bikaï, restons sur le rôle des élites. Il y a encore ces images-là qui défilent, des élites qui distribuent des fournitures scolaires, mais hier c'était tout autre chose. Non, le message ne passe pas. Pourquoi le message ne passe pas? Il y a un problème fondamental qui est né au soir de cette crise. Oui. C'est que le premier message que la population envoyait, c'est le rejet de toute l'élite du nord-ouest et du sud-ouest. On ne l'a pas inventé. Et ce rejet est allé même jusqu'au niveau des représentations des partis, des représentants des partis politiques. Mais c'est un choc du parti au pouvoir et même de l'opposition, y compris de la chefferie traditionnelle. On avait dit qu'il y avait un gros problème de l'élite locale par rapport à la résolution de cette crise. Parce que les populations sont parties d'un constat qui était tout simple. À chaque fois qu'ils avaient essayé d'apporter leurs problèmes auprès de ceux-là qui étaient leurs porte-voix vers le président de la République, leur voix n'était jamais entendue. Et maintenant qu'il y a problème, ils avaient exigé à cette époque-là qu'ils voulaient discuter avec le président de la République qui est leur président. Parce qu'il faut qu'on soit capable de lever l'équivoque. Parce que moi, je suis surpris aujourd'hui que Maître Tegem, moi, je ne fais pas entrer dedans lorsque je suis dans les plateaux télé. Ou alors que je me focalise sur le RDPC ou le gouvernement. Non, je parle des problèmes des Camerounais. Et je ne peux pas comprendre que Maître Tegem dise que, ok, quelle est l'expertise que les Camerounais peuvent apporter pour pouvoir résoudre un problème? Mais je repose la question à Maître Tegem. Quels sont les carnavals que vous aviez accordés à ces Camerounais-là d'apporter leur expertise? Il y a un brillant universitaire que vous avez reçu sur votre plateau aussi il y a 2 semaines, le docteur Lemay des États-Unis, oui, qui a été clair. En cas de conflit entre 2 parties, il faut une 3e personne qui joue les neutres. Oui. Et cette 3e personne peut être constituée au Cameroun, elle peut être constituée à l'intérieur du continent. On a une expertise avérée. J'ai toujours évoqué le nom de Desmond Tutu dans la résolution d'un certain nombre de conflits en Afrique. Thabo Mbeki a tendu la main au Cameroun. L'ancien président Olusegun Obasanjo a tendu la main. Je peux en citer une kyriade de personnalités et de personnes qui ont voulu venir aux côtés du Cameroun pour résoudre ce problème. Donc, arrêtez de faire croire que l'expertise suisse est la plus avérée. Et en matière de crédibilité et de respectabilité, ce pays qu'on appelle la Suisse ne peut pas faire tache d'huile. On peut questionner. Donc, c'est pour dire que, pour revenir à votre question fondamentale, pour dire que l'élite a échoué dans la résolution de cette crise du consortium. Oui. C'était une émanation d'une nouvelle classe d'élite, de personnalités respectables dans le nord-ouest du sud-ouest. Qui devaient parler au nom de la population. Malheureusement, ce consortium a été dissous et les leaders jetés en prison. Okay. Aujourd'hui, quand ils sortent de la prison, il y a une atmosphère de suspicion qui règne au sein de ces personnes. Parce que ces personnes aujourd'hui ne peuvent pas être crédibles au sein de cette population. Mais au-delà, sortons des intrigues. Et allons vers des problèmes réels. Arrêtons des solutions cosmétiques dans la résolution de cette crise. Ça fait 3 ans que cette partie du Cameroun est instable. Ça se ressent sur Douala, qui reçoit le trop plein de déplacés internes. Et on a de la peine à se mouvoir aujourd'hui.
Ça fait 3 ans qu'on a de la peine à trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir avoir la solution dans cet espace. Ça fait 3 ans que l'économie de cette zone-là est sinistrée. Et le Premier ministre l'a fait d'ailleurs, il a déclaré la zone du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême-nord comme étant des zones de sinistrés économiques. Mais comment l'école va fonctionner? Parce qu'en réalité, même si on dit qu'on ne paye pas les frais exigibles à cette école, mais il faut bien que les enfants aient le carburant pour y aller. Mais comment les parents vont produire pour pouvoir offrir du carburant aux enfants? Okay. Ce sont les grandes problématiques et les grandes questions qu'il faut nécessairement mettre sur la table. Maurice Diongo, sur ce problème, permettez aux autres de dire un mot aussi, Maître Degem. Maurice Diongo, sur ce rôle des élites. Oui. Un autre échec là, de l'élite locale. On a vu, ils partageaient les fournitures scolaires. L'échec, quand on dit élite, qui est élite là-bas? Parce que quand Papa dit que l'opération a échoué, c'est qu'il ne voit pas la vraie problématique. Ce que les politiciens veulent au nord-ouest, c'est démanteler tous les gars du RDPC qui sont autour du Premier ministre, qui parlent, qui sont devenus un peu modérés. Et sur ce coup-là, j'ai dit, vous allez voir que maintenant là, ce ministre Atangandji, le vrai Premier ministre, vous avez vu que lorsque administrativement, on doit mettre 1, 2, 3 ministères ensemble, c'est au Premier ministère qu'on fait. La première personne qui devait porter l'étiquette, c'est le Premier ministre. Bon, c'est M. Atangandji qui choisit ces gens. La problématique là revient, c'est pour la problématique cheminette. Parce que quand on dit, on va choisir qui? Non. Quand on veut faire ce travail, comme Papa dit, on commence par choisir le médiateur. Le médiateur fait ce qu'on appelle l'analyse sectorielle. L'analyse sectorielle permet d'identifier toutes les situations, problèmes qui sont liés. Les situations, problèmes vont donner les gens qui viendront. Merci. On va revenir après le journal. Le temps de faire un tour du côté de la rédaction avec Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au sommaire ce soir, qu'est-ce que la rédaction a prévu pour les millions de téléspectateurs d'Equinox Soir? Bonsoir Cédric, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la gestion des effectifs pléthoriques liés à l'afflux des élèves déplacés des régions anglophones dans des lycées et écoles publiques situés dans la région de l'Ouest et dans la région du littoral. Vous verrez dans le journal de 20h comment les responsables administratifs ont du mal à gérer ces effectifs et pour cause, les infrastructures scolaires sont insuffisantes et le personnel enseignant lui aussi est débordé par des classes où il y a plus de 100 élèves. Vous verrez également comment, malgré la surveillance militaire qui s'est accentuée dans le Mungo et dans d'autres départements, notamment dans la région de l'Ouest, la découverte d'une arme à feu a créé la panique dans un lycée situé dans la région de l'Ouest, un lycée dans une localité frontalière avec les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Nous parlerons également dans le journal de 20h de la précision et des exigences de Maurice Kamto et ses co-accusés à quelques jours de son procès fatidique au tribunal militaire. Il exige une audience publique durant ce procès au tribunal militaire, tout en précisant que son affaire est une affaire politique, l'a-t-il rappelé dans une lettre adressée à la présidente du tribunal militaire. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, une plainte de la part des enseignants du primaire qui déplorent le fait que le processus d'intégration à la fonction publique est loin d'être effectif au moment où la rentrée scolaire a déjà débuté. L'année scolaire est en cours sans qu'il n'ait été recruté et les conditions de vie sont loin de s'améliorer. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin donc de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve juste derrière pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, au journal de Cédric Noufélé. Le groupe universitaire tribunal militaire à condition que l'audience soit publique. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite, Equinox Soir.
Retour sur le plateau et qui n'en soit, c'est la deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal. Toujours en compagnie de Maurice Djongo, Eric Pépin Bikaï, Maître Georges Tegem et Foting Zodjo. Foting, on commence. On a commencé par là, on revient. Toujours cette journée du 6 septembre. Voilà, il y a un certain nombre de préalables, on va le dire. Pourquoi absolument exiger que ce soit une audience ouverte au public? Pourquoi? Oui, vous savez... Maurice Kamto et les alliés insistent sur ce point-là. Quand vous accusez quelqu'un d'hostilité à la patrie, c'est un motif très grave et cette personne, pour sa bonne foi, va avoir besoin que l'ensemble du peuple camerounais écoute le procès contre celui qui est hostile à leur patrie. Il s'agit de ça. Et si, dans la foulée, le MRSC et ses alliés parlent de la taille du tribunal militaire, c'est justement parce que, me semble-t-il, ce tribunal semble être construit par définition pour des huis clos. Parce que de 71, où on a jugé Ernest Wandji en public, et quand on est allé à Bossam l'exécuter en public, jusqu'en 2019 où Kamto sera jugé et peut-être même condamné à mort, rien n'a changé sur le fond et sur la forme du tribunal. Le même bâtiment est resté, on n'a pas augmenté un papin ni une tôle. Or, quand on dit tribunal, c'est un lieu public. Les procès doivent se faire devant la population parce que c'est le peuple qui est le juge. Alors, si on pense qu'on va extraire de la prison principale de Yaoundé, de la prison centrale, les accusés et aller les juger en huis clos, et que le lendemain, très tôt, à 6 heures, nous constatons les condamnations qui se sont faites à 2 heures et à 3 heures du matin, il est important, et également, le nombre d'accusés qui doit répondre présent à ce procès risque déjà de ne pas pouvoir entrer dans la salle parce que la salle, elle est étroite. Et pourtant, nous avons des personnes qui ont été appelées à venir comme témoins. Et parmi ces personnes, nous avons par exemple le ministre René Sadji. C'est important de le rappeler, qui sont ceux-là qui chargeaient le professeur Maurice Kamto ainsi que la coalition d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Ils partaient de médias en médias pour accuser le président Maurice Kamto ainsi que ses alliés. Aujourd'hui, il est important qu'on est dans un tribunal où ces mêmes personnes vont venir dire alors devant le peuple ce qu'ils avaient l'habitude de dire dans les médias. Okay. Et pour ça, le tribunal militaire, me semble-t-il, ne peut même pas déjà contenir l'ensemble des accusés. Oui, restons. M. Tegem, vous êtes le seul avocat sur ce plateau. Que dit la loi en matière d'audience, de comparution? L'audience est publique. L'audience est publique. Pourquoi donc ce débat? Je ne sais pas, vous n'avez pas me demandé de vous parler de la stratégie de défense d'un accusé. L'audience est publique, la police d'audience est assurée par le président de la juridiction. Donc, je ne comprends pas trop, mais bon, écoutez, c'est un accusé. Donc, l'audience sera publique vendredi? C'est pas que l'audience est publique. L'audience est publique. C'est la loi. Donc, je sais et vous croyez donc que tout ça, on dit enfin, de manière triviale, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi Maurice Kamto et les autres exigent? C'est Alain, tu sais, on est en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer librement. Oui. Ici au Cameroun, c'est une démocratie accomplie, chacun s'exprime librement. J'ai écouté d'ailleurs tout à l'heure, vous parlez de l'expression M. Vika est présenté avec de manière excellente, l'expertise et tout. Je voudrais faire observer là-dessus, parce que vous savez, lorsqu'on parle, moi je préfère souvent faire un peu de la casuistique. Le Cameroun n'est pas sa première expérience de litige. Il vous souvient que le Cameroun a eu le conflit de Bakassi. Non. Le conflit de Bakassi, non. Non, nous sommes sur le début du journal. Je veux plus mettre. Restons sur le procès qui doit s'ouvrir vendredi. Non, je voulais parler un mot sur l'expertise. Non, vraiment, ça va pas nous avancer. Je vous en prie, maître. Restons sur... Vous avez dit que l'audience est publique. Je veux donc savoir pourquoi donc ce débat. Pourquoi le professeur Maurice Kamto évoque ça. Il dit qu'il souhaite que ce soit public. Alors que ça... Pour vous, ça paraît couler de source. Mais c'est pas pour moi, c'est la loi. Oui. Donc, moi, quand vous me demandez l'audience au Cameroun, l'audience, c'est écrit dans le code de procédure pénale, l'audience
est public. Au tribunal militaire? Le tribunal militaire n'est pas, j'ai déjà dit, une juridiction d'exception, c'est une juridiction à compétence spéciale. Oui. Et le code de justice militaire a des dispositions particulières en ce qui concerne les infractions qui sont transmises ou alors qui peuvent être jugées par le tribunal militaire, mais la procédure applicable est la procédure, le code de procédure pénale, à quelques exceptions près. Donc, en général, l'audience est publique. La police d'audience est assurée par le magistrat qui préside l'audience. Ça n'a pas changé. Éric Pépin-Bicaye, autre exigence, c'est la présence des médias nationaux et internationaux. Oui, les médias nationaux et internationaux, il faut dire que l'une des grandes forces du MRC, c'est sa capacité à maintenir toujours la communication tout autour de son parti. Vous voyez, depuis l'arrestation du professeur Maurice Kamto, je pense que c'était le 28 janvier 2019, à l'absence de son leader, le parti ne s'est pas forcément vu oublier sur la scène politique. C'est-à-dire ils ont toujours su garder la main en essayant de communiquer, d'impacter sur la vie médiatique du Cameroun et puis de cristalliser toutes les attentions sur... Vous voulez parler du rôle que joue Olivier Bibou-Nissak, c'est ça? Pas forcément, parce qu'à chaque moment, c'est le professeur Kamto qui est et puis c'est lui qui essaie de garder la main. Il n'y a pas que Bibou-Nissak, il y a Système Média à l'époque, c'est toute une équipe qui travaille. Je ne veux pas polémiquer, même comme les polémiques, c'est toujours de l'autre côté, parce qu'on a comme l'impression que les grandes polémiques sont réservées à certaines formations politiques. Mais quand il y a les polémiques, dans peut-être le MRC, on fait tache d'huile. Peut-être parce que le MRC a cette capacité à pouvoir mobiliser une certaine presse assez pour gérer sa communication. Mais je retiens quand même. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'il y a tellement de polémiques alléchantes dans le MRC qui ne font pas tache d'huile. Au niveau de la presse, c'est pas relayé. Par exemple, le clash entre Bibo et l'hypothèse n'a jamais été relayé par la presse. Non, mais ça a été relayé. Il y a une radio à droite. Non, je le comprends. Laissez, voilà. Parce que super bien. Lorsque le professeur Koumandor a eu des démêlés avec M. Cabral-Libi, c'est tout le monde entier qui était au courant que Koumandor et Cabral-Libi. Mais il était sur le plateau pour en parler. C'était un divorce parfait. Est-ce que c'était de notre faute? S'ils ont décidé d'en parler. Je peux également te confirmer que l'hypothèse et Bibou étaient également sur le plateau. Ouais. Mais ça n'a pas été exploité comme on a exploité l'affaire Cabral et parce qu'il n'y avait aucun problème. Je reviens sur la question posée par sur la présence des médias nationaux et internationaux. MRC, ça marque l'exigence même. Oui, ça marque des fabriques. C'est sa capacité à pouvoir maintenir l'information tout autour de son organisation. Donc, demander la presse au procès de son leader et des alliés, ce n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Maintenant, est-ce que le gouvernement va accéder à cette exigence? On verra. On ne peut pas se prononcer avant la tenue du procès. On verra ce que ça va donner. Voilà, Maurice Diongo, la presse nationale et internationale, et eu une audience ouverte au public. Bien sûr, quand on... Mais pour Maître dit que c'est normal, les audiences sont publiques. Je veux comprendre pourquoi dans cette exigence. Est-ce que le procès là, en fait, pour mieux comprendre, il faut savoir que la résistance, quand vous prenez mon lien à page 142, vous remplacez niantisation par résistance. Vous voyez un peu ce que c'est que la résistance. Ce n'est pas une affaire de droit. Parce que j'ai déjà dit sur ma page... Il y a des problématiques qui peuvent... Oui, que le droit est penché. Le droit est penché? Oui. C'est-à-dire que Maurice Kamto doit résister. Résister, c'est accepter le coup sans en donner. Et éviter pour que l'autre... Oui. Mais Kabila en a fait 40 ans. Il est mort, son fils a continué. Benino Aquino, Philippines, est mort. Sa femme a pris. C'est tout le temps. Parce que c'est quand il va rester que les Charançons vont quitter. C'est-à-dire René Somba appelé la meute. Vous voyez qu'il y a déjà des conflits tout autour. Ceux qui sont venus par opportunisme vont partir. Aujourd'hui, c'est le jour de la marche que le MS a été créé. Parce que les gens qui ont accepté de donner vous voulez dire que le MRC a été créé le 26 janvier? Oui. Ok. Le statut du MRC, ce sont ceux qui sont en prison. Tous les autres là seront des travailleurs. Mais si on était en entreprise, au conseil d'administration... C'est ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison.
Le conseil d'administration du MRC. Quand vous prenez le cas de Maître Tessi, Non, on ne va pas juger les gens. Hein, okay. Non, on ne le juge pas. On non, je vous en prie. Parce que c'est un grand avocat. Il restera toujours un grand avocat. Voilà. Vous voyez, il n'est pas en prison, c'est pas un bon militant. Non, pas que c'est pas un bon militant. Il n'est pas dans le conseil d'administration. Non, monsieur Mouroussa, ça peut. Je veux vous dire ceci. C'est une stratégie. Je veux dire ceci. Quand vous prenez, écoutez-lui. Quand vous prenez, je veux vous dire ceci. Non, vous ne pouvez pas. Quand vous prenez, c'est un débat. Je vais vous donner la parole. Je veux vous dire ceci. Permettez, quand allez-y. vous voyez la vue d'un KG, Maître Api, c'est l'avocat de la famille, mais il n'entrera jamais dans la famille. On a dit que le patron de Kinos, c'est le communicateur de la famille, très bien. Mais il reste là, personne ne peut l'empêcher. Mais l'aide là, ça change quoi? Parce que là on est. Est-ce que le MSC est parti tribaliste? Allez en prison pour voir si tous les partis ne sont pas passés. Mais vous embrassez tellement de problématiques là, oui, on est perdu. Non, c'est de ça, parce que c'est de ça qu'il faut aller pour dire. Pour conclure que c'est dans la résistance que le MSC va se forger une arme. Ok. Vous voyez, il va se forger une arme. Voilà, on a un militant du MSC sur le plateau. Que sincèrement, il veut rétablir la vérité des faits. Il ne faudrait pas qu'on essaye d'épiloguer sur des choses qui, peut-être pour moi, ne sont pas utiles pour l'instant. Le MRSC est un parti politique républicain, occupe la scène politique aujourd'hui, pas parce que les gens ont décidé de faire de lui un grand parti, mais parce que ses actions et ses actes font à ce que, à chaque moment donné, tout le monde est obligé de parler du MRSC. À la sortie des élections, nous avons dit, cette élection était entachée de beaucoup d'irrégularités, vous nous avez volé la victoire, et nous n'allons pas vous laisser dans ce hold-up électoral permanent. Alors, si les gens trouvent que le MRSC fait tout pour maintenir sa communication, je dirais non. C'est un parti d'intellectuels et tout ce qui demande, c'est que la loi soit respectée. Si les autres ont l'habitude d'accepter qu'on les juge à huis clos, il va falloir que désormais les Camerounais comprennent que nous avons les textes qui régissent la justice dans notre pays et que ces textes, à chaque moment donné, doivent être respectés. Sinon, quand on dirigeait le Cameroun, quand notre victoire nous sera restituée, c'est justement parce que nous savons que depuis plusieurs années, la justice chez nous était une théâtralisation, l'éducation, la même chose. C'est pour ça que si vous rentrez dans notre projet politique, vous allez voir, les choses sont claires. Ce que nous demandons, et Maître Téguin l'a si bien dit, c'est le respect de la loi et qu'on mette fin au procès à huis clos. Parce que au MRSC, la loi doit être respectée, qu'on soit en prison ou en liberté. Merci. On a donc fait le tour de la question. Maître Téguin, allez-y donc sur la médiation. Oui, je disais tantôt que le Cameroun n'est pas son premier litige. Et voyez-vous, à tout dit, c'est la force de l'expérience. Quand on dit force de l'expérience, c'est parce qu'il a un peu d'expérience. Il y a eu le conflit de Bakassi en 94, en 96, il y a un sommet de l'OUA au Cameroun. Est-ce pourquoi l'OUA n'a pas réglé ce conflit? Il y avait tous ces chefs d'État ici. Quand les gens, chacun veut dire qu'il y a l'expertise, le président de la République, dans le cas de la crise anglophone, a fait venir ici le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Michelle Bachelet. Il a fait venir la dame du Commonwealth. Il a fait intervenir M. Abou Machoui, qui est l'un des rares qui avait proposé son expertise en disant que bon, j'ai été gouverneur dans les deux régions et voilà ce qu'il peut proposer. Il a nommé à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Si vous dites que si c'est un homme qui a la force de l'expérience, qui dit, je pense qu'il faut faire confiance à la médiation suisse et le gouvernement américain accompagne le gouvernement dans son choix, il me semble qu'il faut faire confiance au président de la République. Et il me semble que M. Bikaï, ce n'est pas sous-estimer l'expertise nationale, ce n'est pas sous-estimer M. Thabo Mbeki, ce n'est pas sous-estimer les autres personnes que vous aviez énumérées tout à l'heure, mais je vais indiquer qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, une crise post-électorale. M. Thabo Mbeki s'y est rendu, il y a eu pas mal de gens qui s'y sont rendus. Je ne pense pas que la solution soit passée par là. Souffrer, c'est vrai. Celui qui a la légitimité, celui qui est encore le président élu, qui est président de la République, il a fait un choix. La Constitution lui donne les moyens pour travailler. C'est lui qui est le garant de l'intégrité du territoire. Il veille sur la permanence de l'État, c'est lui. Et il a fait un choix. Et tout le monde
personne ne peut contester que la Suisse est un État neutre. Okay. C'est une médiation qu'il a choisie. Faisons-lui confiance et espérons qu'on aboutisse à une sortie par l'autre de cette crise. Je vais terminer pour être tout à fait complet que si les enfants retournent à l'école, ça peut être un début, un commencement de solution de la crise. Ok. Maurice Diongo. Quand il récite, parce que pour réciter ce qu'il dit là, il faut avoir mémorisé. Qui récite? Mais c'est ce qu'il récite depuis 3 ans. Bon, maintenant, où est la problématique? Pourquoi depuis 3 ans on fait ça, ça ne marche pas? C'est là où il y a la problématique. La fausse repayance, ce n'est pas ce qui est dit dans le 2CS. Dans le 2CS, on doit changer de paradigme. Le nouveau paradigme s'appelle l'approche par les compétences. Quand vous avez une activité à faire, il faut la décomposer en opérations, les hiérarchiser. Pour le dialogue, la première compétence acquise, c'est nommer un médiateur. La deuxième compétence, c'est qu'il fait ce qu'on appelle l'analyse des situations, problèmes liés à sa médiation. À partir de là, ça va sortir toute la liste des intervenants. Toutes ces choses-là, on fait au CETIC. Tu ne peux pas voir un professeur au CETIC faire son projet, fabriquer un objet technique et dire à la fin dire au début que je veux la liste des matériels. Pardon, c'est après l'analyse qu'on fait la liste du matériel. Merci, cher monsieur. Pardon, respectons le DCS. Le Cameroun va émerger. Merci. On arrive au terme de l'émission. Merci, Éric Pépin. Merci, Maître Teguem. Merci, Maurice Diongo, pour les nombreuses problématiques que vous avez de ce soir. Merci, Fautine Zodio. Madame, monsieur, bonsoir. Rendez-vous demain, 19h. Bonsoir. Nkombingela.